Bon, alors vous l'aurez parlé des ressources humaines, hein, au sens large, au sens professionnel, au sein de vos structures. Heu Parce que voilà, à chacun à notre titre, on va dire, on agit, quotidiennement, pour, essayer de mettre en place de belles actions et d'améliorer, le quotidien au sein des entreprises, et donc, avec la centralité des ressources humaines. À mon titre, je coordonne un dispositif d'accompagnement régional qui permet de mettre en lien des consultants experts sur ces thématiques, comme Suzanne qui est présente parmi nous, et les entreprises, hein, qui ont des besoins d'accompagnement très spécifiques. Donc déjà, je propose un petit peu pour commencer, avant que je vous présente le programme en détail, que chacun puisse évoquer peut-être les raisons de ses présences, vos attentes. Est-ce qu'il y a des difficultés qui fait que aujourd'hui vous aviez envie d'être présent au sein de cette réunion d'échange? Enfin, moi, Les je veux bien problématiques commencer. RH que vous Voilà, tout Régine, oui, simplement. Olivier. Oui, non, moi, je veux bien commencer. En fait, bon, le Hub Retail, donc, pour ceux qui connaissent moins, en tout cas, c'est le cluster commerce, hein, pour ce qui est d'Auvergne-Rhône-Alpes, hein, qui se déploie maintenant dans les autres régions de France. Et je veux dire que tous nos adhérents, que ce soit des retailers, on a une centaine d'adhérents, moitié retailers, moitié prestataires, tous nos adhérents ont des problèmes de recrutement. Donc, on travaille de recrutement et de fidélisation. Donc, parce que bon, voilà, tout est en tension, que ce soit dans l'informatique, que ce soit dans la distribution, etc. Et personne n'arrive à remplir ses équipes alors que l'activité redémarre. Donc voilà, donc c'est vraiment quelque chose qu'on travaille. On a d'ailleurs mis en place une commission pour travailler sur un serious game pour faire connaître d'abord au collège, au lycée, ce qu'est le commerce pour que les jeunes puissent se diriger vers ces métiers du commerce, pour l'enseignement supérieur, pour attirer les gens qui sont dans les filières commerce vers nos entreprises, et pour les entreprises d'avoir le serious game dans une version qui soit pour l'intégration et pour l'intégration des nouveaux salariés. Donc voilà, et donc on est très intéressé par effectivement cette problématique, même s'il n'y a pas beaucoup d'adhérents aujourd'hui. Les meilleurs sont là et c'est le principal. Oui, puis ça va permettre d'échanger, un petit comité, donc c'est vraiment l'occasion. Il y a quelqu'un qui vient de nous rejoindre, non, Olivier? Non, 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 c'est moi qui coupe ma caméra parce que le réseau n'est D'accord, pas très ok. bon. Ok, super. Qui souhaite prendre la parole sur voilà, les complications rencontrées et autres anecdotes en lien avec les ressources humaines, vos difficultés? Est-ce que vous reconnaissez dans les problématiques de recrutement ou d'attractivité, comme évoqué par Olivier? Alors, de recrutement, oui. Attractivité, après, ça se travaille. Mais recrutement, oui. Aujourd'hui, il n'y a pas un métier qui n'est pas pénurique. Ça, recruter aujourd'hui, c'est pas que de. Enfin, il y a des postes qui sont très compliqués depuis des années, mais là, il n'y a pas un poste qui est facile à pourvoir. C'est sûr. C'est général particulier. Il n'y a pas de candidat en face. Et les attentes sont différentes d'avant. Sur l'approche de cette nouvelle génération au travail, voilà. Ouais, c'est clair. Ils ont des attendus, enfin, le marché est tendu, donc ça se justifie aussi, mais il y a quand même une manière de. La relation au travail a tellement changé que c'est compliqué. Oui, ça nécessite vraiment pour chacune des entreprises déjà de comprendre en fait ce que les jeunes viennent chercher dans le monde du travail. Je vous rejoins complètement, Régine, hein, il y a eu un bouleversement du rapport au travail en fonction des nouvelles générations. Et à la fois, les générations différentes des Y et Z ont des difficultés à comprendre finalement le raisonnement de ces jeunes qui s'inscrivent pas forcément dans la durée, ou en tout cas avec des codes qui sont différents des nôtres, on va dire. Et puis, il y a aussi l'obligation, comme le disait Cécile, aujourd'hui, pratiquement tous les postes deviennent de plus en plus pénuriques, et l'obligation, finalement, malgré tout, de se rendre attractif, et donc de re-questionner, finalement,
le contrat social qui est proposé entre le collaborateur qui va nous rejoindre, l'entreprise, et comment je peux rendre ça attractif et fidélisant, même si la fidélisation aujourd'hui, elle s'envisage plutôt sur une durée de 3 ans en fait. C'est des cycles courts en fidélisation aujourd'hui. On n'est plus sur les cycles longs qu'on connaissait précédemment. Et la fidélité à l'entreprise, la reconnaissance de l'entreprise. Enfin, moi, j'ai 57 ans, donc je suis vraiment de la vieille école. Ça fait bizarre de dire ça parce que j'ai encore l'impression d'avoir 30 ans. Mais quand on embauche ses enfants, pratiquement, voilà. Il y a encore des enfants qui sont motivés, des jeunes qui sont motivés, qui bossent et qui attendent pas tout de l'entreprise, mais énormément. Une fois qu'ils ont eu, on donne tout ce qu'ils veulent, la liberté, le temps, etc. Et bien, il y a une insatisfaction qui naît sur autre chose. Après, ça va être, voilà, ça va beaucoup dans un sens. Peut-être qu'à une époque, ça allait trop l'opposé, quoi. Il y a 30 ans, on respectait l'entreprise, on travaillait, on respectait les décisions d'entreprise. Là, tout est matière à discussion tout le temps. Alors que les gens ont un confort, enfin, ils ne se rendent plus compte de ce qu'ils ont, quoi. Voilà. C'est vrai qu'il y a vraiment la question de, enfin, quand on travaille et c'est quoi être engagé. Et en fait, si on reste sur le niveau juste de la satisfaction, il y a véritablement une espèce d'inflation des demandes. On demande toujours plus parce que, voilà, si je satisfais une demande, eh ben, il y en a une autre derrière. Enfin, c'est ce que vous évoquez, Régine, c'est-à-dire on a l'impression que c'est sans fin. Et l'idée, c'est vraiment plus… Et dans l'engagement… Les jeunes s'engagent. J'entendais la jeune fille qui dit qu'elle s'engage pour la planète, etc. Ils sont capables. Ils sont capables d'un engagement massif, majeur, du moment qu'effectivement, ça a un à la société d'aujourd'hui. Et ce travail-là d'amener les collaborateurs d'une manière globale, on ne va pas forcément parler que des jeunes, mais à s'engager, eh bien, il y a des leviers qui sont différents de juste à être satisfait, en fait. Manon, vous avez témoigné d'un engagement. Est-ce que ça vous parle, ça, ou pas du tout Oui, ça me parle. Après, oui, c'est vraiment une quête de sens qui parfois peut aller très loin ou justement partir dans tous les sens. Et faut attendre. Après, je suis d'accord avec vous, les jeunes peuvent complètement s'engager, hein, les jeunes, les moins jeunes d'ailleurs, enfin, tout le monde peut s'engager. Mais il faut, voilà, c'est vrai qu'il faut plus séduire, hein, je trouve, le candidat maintenant et lui proposer quelque chose, comme une marque employeur forte ou vraiment des perspectives un peu plus d'avenir. Je pense que c'est sur ces aspects-là que ça pose un peu des problématiques actuellement, mais l'engagement peut être là. Il peut être là. Je pense qu'il y a aussi un ingrédient qui fait l'engagement. Évidemment, il y a la question du sens qui est centrale. C'est-à-dire que si je ne vois pas en quoi je contribue dans la société de mon travail et si ça n'a pas de sens pour moi, ça ne peut pas être durable. Mais il y a aussi un autre élément, c'est celui du développement professionnel. C'est-à-dire que ça a toujours été, en fait, quand je suis dans une entreprise qui est une entreprise apprenante, qui me donne des possibilités de me développer, que ce soit effectivement sur les métiers du commerce, avec ma capacité à adresser le client, à créer de la relation, une expérience entre nous et un relationnel valorisant, enfin tout ce qui est de nature à faire progresser le collaborateur va le fidéliser en fait, va lui donner envie de rester.
Et du coup, dans la posture des encadrants, du manager, du dirigeant, du responsable de la boutique, etc., ça nécessite aussi un savoir-faire d'accompagnement à cet endroit-là. Et ce n'est pas toujours évident parce qu'avant, moi aussi, Régine, j'ai l'impression d'être dans la… Avant, effectivement, quand on disait voilà ce qui est à faire, eh bien, globalement, les gens le faisaient. Aujourd'hui, je dois être beaucoup plus présent aux côtés de mon collaborateur, je dois le soutenir, l'accompagner, lui donner des feedbacks apprenants, le challenger, bref, le faire progresser dans son développement à lui. Et tant qu'il apprend et qu'il se développe, il reste. Après, il s'ennuie et potentiellement, il peut partir. Donc, il y a aussi ce levier-là qui est un levier fort d'engagement et qui aujourd'hui est adressé de façon un peu plus globale. Je vais parler d'un dispositif que l'on peut travailler via Capital Humain et le dispositif du MEDEF, mais il s'agit de l'accompagnement, la formation en situation de travail. On appelle ça la FEST, c'est-à-dire l'accompagnement en situation de travail, c'est-à-dire qu'on va prendre finalement tout type de candidat. Aujourd'hui, on ne les trouve plus. Donc, on va prendre tout type de candidat dans la mesure où il a le bon savoir-être. On va être juste sur le savoir-être. Et pour la partie plus technique de son métier, on va l'accompagner à acquérir les briques de compétences. Et aujourd'hui, il y a effectivement des financements, des accompagnements qui permettent de faire ça de façon vraiment fine et donc de pouvoir avoir des candidats qui deviennent des collaborateurs compétents sur les besoins spécifiques de mon entreprise. C'est pas toujours simple parce que dans une petite entreprise, on n'a pas le temps d'être toujours derrière une personne. On est peu, donc du coup, chacun a son job et on peut pas prendre un débutant si on a besoin d'un senior, quoi. C'est pas, oui. Pendant 1 an, 2 ans, on fait comment pour gérer le truc? Ça se reporte sur le N+1 et le N+1 a déjà son job. Donc, oui, absolument, absolument. Et donc, on peut monter plein de… Alors, d'abord, c'est vrai que l'intervention d'un expert, un consultant RH qui connaît effectivement, qui va faire une analyse des compétences nécessaires, une analyse de d'où est-ce qu'il part et quelles sont les briques dont il a besoin. Et aussi aider le manager ou le responsable de magasin à savoir être pédagogique pour transmettre. Ce n'est pas à lui de tout faire, mais vous avez le soutien d'un accompagnement RH qui peut vous aider à structurer ça. Parce qu'effectivement, Régine, on ne peut pas être partout et c'est compliqué même de savoir faire cette démarche. Aujourd'hui, les entreprises, elles doivent, c'est vraiment un enjeu majeur, devenir de plus en plus apprenantes. Alors peut-être ça peut se faire au niveau, par exemple, du hub retail, c'est-à-dire de façon plus globale, sur peut-être des compétences socles dont vous avez tous besoin et qui pourraient être mutualisées au travers d'une action globale au niveau du hub. Et donc, vous en bénéficieriez tous sans que ça vous prenne trop de temps, parce qu'effectivement, le temps est compté et on n'a pas toujours toute cette disponibilité-là. En tout cas, c'est une piste. Je ne dis pas que c'est la seule piste, mais il y a plein de pistes qui permettent de réfléchir dans cette direction-là. En tout cas, l'enjeu, il est majeur, c'est-à-dire soit on réussit ce virage, soit on n'a pas les ressources pour son développement. Quand je dis ça, je ne sais pas comment ça résonne chez vous. Pour revenir à des métiers qui sont en tension depuis des années, c'est la comptabilité. Oui. Faire évoluer quelqu'un où il y a quand même une vraie compétence et où vous savez faire ou vous ne savez pas faire, il n'y a pas… ça ne peut pas s'appliquer. On recherche effectivement des notions des compétences en comptabilité parce qu'on ne peut pas passer outre. Et après, le savoir-être vient après. Il y a quand même en entreprise des choses où on va partir sur le savoir-être et on va accompagner, mais il y a des métiers où c'est quand même difficile de dire je vais accompagner et repartir de zéro. Ce n'est pas possible. Sur la comptabilité, je vous rejoins. C'est-à-dire que la part des compétences techniques versus les compétences plus en soft skills n'est pas la même que si j'ai effectivement besoin d'un vendeur qui a vraiment la bonne approche et qui va créer une expérience
dès lors que le client potentiel rentre dans la boutique, en fait. Donc, c'est aussi ça, oui, bien sûr, il y a tous les métiers ne sont pas En dans cette fonction même des métiers, on proportion. peut pas, effectivement, en fonction des métiers, on ne peut pas mettre en pratique. Ça dépend complètement Ah des oui, métiers. oui, absolument. Ah oui. Il y a effectivement tout ça qui donne à réfléchir, en fait. Il y a des pistes de solutions. Il y a des possibilités d'y réfléchir ensemble. Maintenant, c'est vrai que l'enjeu, il est majeur. C'est-à-dire, aujourd'hui, ce qui bloque le développement des structures et des entreprises, c'est justement le manque de ressources pour ce développement-là. Le marché, il est là. Il est dynamique. Il y a effectivement une relance économique que l'on sent vraiment. Enfin, les entreprises, moi, j'ai fait un échange avec une très très bonne année, paradoxalement, en 2021, très très bonne année. Et du coup, aujourd'hui, le facteur qui va freiner ce développement, c'est les ressources que l'on peut trouver, les ressources compétentes et engagées. Je te rejoins, Suzanne, c'est exactement le feedback que j'ai également en échangeant avec les dirigeants. Souvent, finalement, c'est un manque de moyens humains ou parfois des moyens humains qui ne sont pas forcément adaptés, et du mal à trouver non seulement les ressources en interne, en externe, et l'adéquation avec les besoins d'activité, c'est vrai. Est-ce qu'il y a d'autres problématiques que vous vivez en fait concrètement dans vos entreprises? Non? Pour faire peut-être un tour d'horizon de ce qui d'autres problématiques potentielles que nous rencontrons régulièrement. Il y a parfois, effectivement, alors bien sûr, vous l'avez évoqué, la question de la marque employeur, l'attractivité, mais aussi parfois besoin de structurer les ressources humaines, que ce soit effectivement sur les outils, les process, le onboarding, la manière de faire les entretiens annuels, la gestion des talents. Il y a parfois besoin de travailler aussi tout ce qui touche à l'accompagnement du changement, par exemple, quand on introduit de nouveaux outils digitaux et autres, et peut-être éventuellement les questions RH autour de l'organisation du travail. On parle de télétravail, de mode hybride. Il y a beaucoup de choses qui bougent énormément, et ça, ce sont aussi des sujets qui peuvent être adressés. Peut-être, Clara, tu veux présenter le dispositif Capital Humain, qu'est-ce que ça recouvre, et peut-être plus globalement même ce qui est possible au niveau région. Oui, tout à fait. Je vais prendre un petit temps de présentation pour le programme Capital Humain. C'est dans ce cadre qu'on s'est rencontré avec Suzanne, puisqu'elle accompagne quelques-unes des entreprises qui participent au dispositif. Je me permets de vous partager un court PowerPoint. Attendez, je vais pour illustrer certains de mes propos. Et hop. Voilà, c'est bon, on voit ton écran. Oui. Par contre, on ne t'entend plus, Clara. On a perdu le son. Là, ça va. Il était coupé le micro. Vous m'entendez Je pense que, pour avoir déjà vécu ça, je pense que vous êtes dans une salle visio et que du coup, ce serait peut-être en lien avec la caméra centrale. Pas l'ordi, mais la caméra centrale, non? Pour partager. Si tu veux, Clara, je partage ton écran, et comme ça, tu as ton micro et on peut… arrêter. Si tu veux, est-ce que moi je peux partager, écran partagé, je peux le faire, je pense.
Peut-être, oui. Sinon, je me demande, en fait, j'ai coché partager l'audiosystème, mais peut-être que je ne dois pas le cocher. Écoute, le voici et le voilà. Bon, écoute, merci Suzanne. Je t'en prie. Voilà, merci. Alors, le dispositif Capital Humain est un dispositif financé par la région Auvergne-Rhône-Alpes à hauteur de 70%. Ça entre plus globalement dans le cadre du plan Ambition Région. C'est un dispositif qui existe déjà depuis 2020. Il y a eu un format adapté pour la conjoncture Covid et puis le programme initialement prévu a repris le cours des choses. Comment ça se déroule? Le programme existe sous ce qu'on appelle deux parcours, le parcours 1 et le parcours 2. Au sein du parcours 1, vous allez trouver un mix de formats collectifs et individuels. En fait, ce parcours démarre par une session collective, session qu'on organise une fois par mois. Elle a lieu en visio parce que, comme le dispositif s'adresse aussi à toutes les entreprises du territoire Auvergne-Rhône-Alpes, territoire assez vaste, c'est moins contraignant d'organiser les choses en visio de manière régulière. Au sein de cette session collective, il y a 3 thématiques qui sont abordées, une thématique par matinée. L'engagement des équipes au travail, la qualité de vie au travail et le management. Ces sessions, on inscrit un maximum de 10 entreprises puisque vous pouvez participer en binôme, par exemple. Les personnes les plus pertinentes sont à la fois les dirigeants, les responsables ressources humaines, mais pourquoi pas aussi des managers et des responsables plus opérationnels. Donc, c'est aussi un moment, et c'est même, j'ai envie de dire, surtout un moment d'échange. C'est une session qui se veut très interactive où les intervenants vont avoir l'objectif de transmettre un certain nombre d'outils, comme un peu la boîte à outils, le socle de base des ressources humaines. Mais j'ai envie de dire, un des intérêts qui me semble évident, c'est vraiment les interactions qui ont lieu en toute bienveillance lors de ces sessions. Ça peut être vraiment des anecdotes très concrètes sur, par exemple, la gestion des conflits au quotidien ou autre. C'est vraiment les échanges qui rendent ces sessions plutôt enrichissantes. C'est des formats de 9h à midi, donc une par mois, et voilà. Ça, c'est pour la partie collective. Animée par les cabinets Mazars et RSM, ça a été prévu dans le programme comme ça. Et avant de parler de la partie un peu plus individuelle, Manon, tu as peut-être une question? Oui, je me demandais comment les groupes étaient formés. Est-ce qu'il y a une problématique commune identifiée avant? Est-ce qu'il y a une partie diagnostic ou ce sont les entreprises qui sont partantes pour participer? Alors, c'est plutôt les entreprises qui sont partantes et c'est d'autant plus riche parce que c'est vrai qu'il y a différents secteurs, différentes typologies d'entreprises présentes. Donc, c'est aussi en fonction du calendrier de l'entreprise qui souhaite participer à la session. En revanche, malgré le format déjà préconçu, les entreprises nous retournent un pré-diag où ils peuvent indiquer un certain nombre d'éléments, exprimer un certain nombre d'attentes. Comme cela, les intervenants peuvent s'adapter un minimum, même si le format et les thématiques sont déjà prévisibles. D'accord, merci. Merci Manon. Donc, c'est pour la partie collective. Après, il y a une partie donc, individuelle. Donc, dans le cadre du parcours 1, il y a déjà 2 journées d'accompagnement individuel prévues, directement en lien avec le consultant expert en ressources humaines. Donc là, c'est une intervention quand l'entreprise et le consultant ne se connaissent pas. C'est déjà un premier temps de diagnostic indispensable, une mise en lumière des attentes, des problématiques. Et là, le but étant aussi pendant ces 2 journées de pouvoir formaliser un plan d'action, des pistes d'action très concrètes et spécifiques aux attentes de l'entreprise et à ses besoins. Suzanne pourra en parler d'autant plus puisqu'elle intervient auprès de nombreuses entreprises du territoire. Donc voilà, et puis après on organise aussi post-accompagnement, un échange entre pairs où
où chacun, avec un peu plus de recul, peut échanger sur les actions mises en place, voir de nouvelles pistes d'amélioration, de nouveaux besoins identifiables. Donc, dans le cadre, ça c'est pour le cadre du parcours 1. Ensuite, il existe donc le parcours 2. Le parcours 2, c'est vraiment un focus sur l'accompagnement individuel. C'est une continuité uniquement basée et concentrée sur l'accompagnement individuel. Ah oui. Suzanne, si tu peux passer juste la slide à la limite. Et voilà. Merci beaucoup. Donc, le parcours 2, 5 journées d'accompagnement individuel pour poursuivre, en fait, dans la continuité de ce qui a été formalisé dans le cadre du parcours 1 et des 2 premières journées auprès du consultant ou de la consultante. Et donc, après, la région Auvergne-Rhône-Alpes prend en charge 70% des montants de chaque parcours. Les restes à charge, je ne les ai pas forcément exprimés de vive voix, mais bon, vous les aurez dans les supports. Pour le parcours 1, le reste à charge pour l'entreprise est de 990 € hors taxe, et pour le parcours 2, de 1 770 € hors taxe. Donc, très souvent, les entreprises, la quasi-totalité, font les 2 parcours, bien évidemment, même si les choses sont segmentées. Donc, ça permet, voilà, il y a au global 7 jours d'accompagnement individuel avec le consultant directement. Et puis, l'entreprise avance uniquement le reste à charge. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je pense que je vous ai transmis les éléments principaux portant sur le programme. Pour les journées individuelles, ça se passe en entreprise ou ça se passe à la région, enfin au MEDEF ou ailleurs? En entreprise, hein. D'accord. N'est-ce pas, Suzanne, vous vous déplacez Oui, vous c'est êtes vraiment très... important. C'est vraiment important Ouais. de venir dans votre espace, en fait, parce que ça permet de sentir aussi ce qui s'y passe, de comprendre vraiment le métier que vous faites et puis de pouvoir, du coup, avancer sur les questions ensemble. Après, si l'espace professionnel, je pense par exemple à une boutique, ne permet pas des échanges en toute confidentialité, on peut trouver un autre espace qui permet voilà, de se parler en direct sans être sous les oreilles éventuellement de salariés. Donc, tout est fait pour qu'on puisse librement s'exprimer et avancer. Ok. Est-ce que vous avez d'autres interrogations? Est-ce que peut-être certains d'entre vous ont déjà été accompagnés sur des problématiques similaires ou autres? En fait, ça permet, moi, enfin, si je me mets un instant dans la peau du dirigeant, je pense que ça lui permet d'adresser plusieurs difficultés. La première, souvent, c'est de sortir un peu de son isolement, parce qu'il y a des sujets qu'il a besoin de faire avancer, de réfléchir, et il ne peut pas toujours s'ouvrir sur ces sujets-là avec les collaborateurs, même s'ils sont très proches. Donc, ça lui permet de sortir de cet isolement. Ça lui permet aussi, au travers d'un échange avec un professionnel, vraiment de faire avancer sa réflexion et d'avoir les conseils du consultant qui sait vous apporter les outils qui sont utilisables, c'est-à-dire opérationnels, pragmatiques, qui vont vous permettre d'avancer sur les sujets. Par exemple, ça nous arrive de construire avec l'entreprise le parcours d'intégration, ce qu'on appelle le onboarding. Et il y a quand même un gros travail qui est fait par le consultant. Donc, ça adresse aussi une troisième problématique de dirigeant, c'est de trouver le temps pour libérer ce temps-là pour être accompagné. Mais le consultant fait une grosse partie du travail, bien sûr en co-construction avec vous, mais vous permet vraiment de faire un pas en avant et d'avancer sur les difficultés et les problématiques qui sont les vôtres.
Donc, ça adresse sortir de son isolement, libérer du temps et surtout avoir du temps d'un consultant expert sur le sujet qui vous aide et vous soutient. Et ensuite, bénéficier effectivement de l'expertise, hein, parce que vous ne pouvez pas être expert de tout. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à savoir et nous, on est experts des ressources humaines, donc on vous apporte ça aussi. Voilà, si je devais généraliser un peu plus de façon globale, l'avantage, les bénéfices pour vous, en fait. Quel est le profil des entreprises que vous accompagnez? Parce qu'on imagine, moi je prends, on a un adhérent qui est Ardis, ils sont 1300 personnes, j'imagine que des experts en RH, ils en ont. Est-ce que c'est des gens que vous accompagnez quand même, ou on vise plutôt des PME qui n'auraient pas de service RH spécifique? Clara, tu m'arrêtes si je me trompe, mais je crois qu'il y a un critère, c'est 250 personnes maximum. D'accord. Non. Non, pas non. Non, ouais. C'est vrai que le dispositif, il se veut très ouvert et très peu discriminant finalement. C'est jusqu'à moins de 5000 salariés. Ah oui. Sachant qu'en plus, ce dispositif-là, on regarde l'établissement et non forcément le groupe auquel il est rattaché. Donc, le but, c'est vraiment de mettre tous les moyens possibles pour accompagner une entreprise qui a un besoin identifié, quoi. Et donc, ça se veut très ouvert sur les critères, finalement. D'accord, écoute, merci. Tu vois, j'avais gardé en tête ce niveau à 250. Mais on ne va pas adresser les mêmes sujets, en fait, parce que sur un groupe de 1500 personnes, il y a forcément un service support qui est assez fourni au niveau des RH. Donc, toute la partie juridique, contractuelle, réglementaire, normalement, doit être déjà bien couverte par vos services support RH. Après, il y a des sujets qui sont plus du coup des sujets de tension entre, par exemple, si j'ai des tensions entre deux vendeurs dans mon magasin, est-ce que je sais gérer la posture de médiation pour essayer de faire en sorte, je n'ai pas forcément envie de me séparer ni de l'un ni de l'autre, mais j'ai envie qu'ils puissent travailler en bonne intelligence ensemble. Typiquement, ce sont des sujets qui sont plus au niveau relationnel, managérial, qui sont adressés du coup dans ce type de structure, parce que effectivement là, vous n'avez peut-être pas le soutien d'un service support à cet endroit-là. Je ne sais pas si ça répond à votre question, Olivier. Oui, mais je reste convaincu quand même qu'effectivement, ça s'adresse plus à des gens qui n'ont pas forcément de grandes compétences RH en interne, quoi. Mais, et le profil des personnes, parce que, oui. Parce que le profil des personnes, puisque là tu parles des chefs d'entreprise, mais c'est quel service? C'est plutôt justement des RH ou des services particuliers qui sont les plus en tension dans l'entreprise, qui participent à ça? Ça sera. Voilà. Ouais. C'est Clara? au cas par cas, hein. Ouais, c'est Oui. au cas par cas, hein. C'est vrai que ça peut cibler un service, ça peut être interservice, ça peut être une politique sur toute l'entreprise si par exemple on est sur un travail de marque employeur. C'est vrai que quand on est pour capital humain par rapport à tous les accompagnements au global, je dirais un tiers à peu près sont focalisés sur des problématiques de management. Bon, problématiques ou pas, hein, ça peut être aussi une volonté de perfectionner les bonnes pratiques ou de s'adapter aussi. On parlait tout à l'heure de la génération Z, Y, etc. Donc voilà, d'avoir un regard extérieur un peu pour être accompagné plus précisément sur ce sujet. Un tiers sur la marque employeur. Voilà, et un tiers sur la politique RH un peu plus globale. Mais c'est vrai que quand on est sur des petites structures beaucoup plus grandes, ça ne sera sûrement pas une problématique juridique ou autre comme il peut y avoir sur des petites structures. Ok. Ce que je trouve vraiment formidable d'un point de vue consultant, hein, c'est que ce dispositif, il est extrêmement souple. Parfois, il y a des dispositifs, on est obligé de rentrer au chausse-pied parce que les critères de la typologie de la mission, etc., sont plus stricts. Là, avec ce dispositif Capital Humain, il est très ouvert et donc il permet effectivement d'adresser finalement au plus près ce qui est la préoccupation du moment
soit effectivement du responsable de magasin, soit de cette du grand groupe. On est vraiment sur ce sur-mesure-là, très souple de mon point de vue. Hein. Ouais, c'est vraiment la volonté. Oui, et ce n'est pas le cas de tous les dispositifs. C'est pour ça que je le mentionne, Clara. Oui, oui, non, mais c'est vrai, on fait pas de tri parmi les établissements, parmi les problématiques. On essaie vraiment de pouvoir répondre à toutes les attentes. Ce dispositif, hein, il a été créé aussi en se posant 3 questions. Je veux dire, quand on veut répondre à un accompagnement, est-ce que ça permet, est-ce qu'on veut attirer davantage? Parce que c'est aussi positif pour le territoire, hein. Une entreprise qui attire, ça rend d'autant plus le territoire attractif. Donc, il y a toute cette volonté derrière d'attirer, de pérenniser les équipes en place et de pouvoir les engager dans une dynamique de performance globale. Donc, si l'entreprise qui frappe à notre porte a un besoin qui répond à une de ces 3 questions, et bah, let's go, on lance l'accompagnement sans souci. Et les critères sont plutôt ouverts, donc bon. Voilà. En termes RH, quand on a un poste RH, on maîtrise globalement. Alors, il y a toujours le relationnel à avoir, etc. Mais c'est au quotidien. Alors, il y a la partie recrutement, mais en fait, c'est au quotidien. Il y a plein de gens qui deviennent N+1, qui n'ont aucune formation d'accompagnement, de gestion. Et vous pouvez faire rentrer en termes de recrutement la meilleure personne, savoir-être, etc. Si la personne qui va gérer cette personne, qui est, on va dire, magique, n'est pas formée, n'est pas équipé du savoir-faire pour gérer, faire du management et des ressources humaines, ça ne marchera pas. D'où l'importance de former ces gens-là aussi au management. Parce qu'on a aussi des gens qui ont été, c'est un jugement court quand je fais ça, mais mal gérés, en tout cas non adaptés à leurs attentes. Et du coup, c'est le N+1 qui fait, je fais une caricature, hein, qui est responsable du départ de la personne. Et du coup, vous avez beau avoir fait le meilleur recrutement sur le papier, surtout, va à l'écueil parce que la personne n'était pas, elle, accompagnée pour ce rôle-là. Vous avez raison, Régine. Hein, si on regarde les statistiques, la première raison pour laquelle on quitte et on démissionne, c'est parce que j'ai des problèmes avec mon N+1. C'est le facteur de démission le plus important si on analyse les raisons qui font que la personne démissionne. Et quand on a des personnes talentueuses qu'on a réussi enfin à attirer et qu'on les a dans nos boutiques pour justement pouvoir s'appuyer sur elles et se développer, il ne s'agit pas de bloquer ces talents-là par un management qui est peut-être pas professionnalisé. Et c'est délicat parce que vous ne pouvez pas dire je vais faire un entretien avec le N-1 moi en tant que RH qui va avoir les outils pour le faire sans discréditer le N+1. Et si vous le faites avec lui, la personne ne s'exprimera pas. Et même si vous le faites tout seul, ils ont peur et ils ne disent rien et ils disent je lâche l'affaire et je pars. Oui. C'est très, très délicat. D'où l'intérêt aussi vraiment d'élever les compétences des encadrants, en fait, des responsables de magasins, tous ceux qui sont en situation managériale. Et piloter un collectif d'humains, ce n'est pas donné à tout le monde. Et il y a vraiment des clés, des outils qui sont à transmettre. D'autant plus maintenant avec les attentes, le petit chef, ça n'a jamais fonctionné, mais encore moins maintenant, quoi. Exactement. Aujourd'hui, il y a vraiment une exigence sur la fonction managériale qui est supérieure à ce qu'on connaissait il y a 10 ans de ça. Voilà, il y a une exigence. Je discutais avec un jeune qui me disait, le manager me dit, tu sais, je lui ai donné du feedback en lui disant que c'était bien, etc. Et je discute avec le jeune et il me dit, c'est quand même juste la moindre des choses. Vous voyez l'écart, en fait, entre… Donc, ça ne lui suffisait pas. Non, enfin, il trouve ça tellement normal, quoi. C'est juste tu fais ton job. Alors que le manager, lui, il avait fait un effort pour valoriser, pour dire ce qui allait. C'est pour lui, c'était un effort. Il l'aurait peut-être pas fait spontanément.
Mais pour le jeune, c'est juste normal, quoi. Tu es là pour ça, en fait. Tu as un attendu, en fait, qui est bien supérieur et du coup, ça élève, en fait, l'exigence sur cette fonction. Les difficultés qu'on peut rencontrer en magasin, c'est des jeunes qui viennent le matin, mais ne reviennent pas l'après-midi. Oui. Ah oui, non, c'est pour ça. Ah, c'est un mi-temps, avec non, mais avec des réactions. Alors, je pense qu'il y a des problèmes générationnels, mais ça a toujours existé. Enfin, moi, j'ai toujours connu ça, où on a des générations qui se confrontent. Mais un manager, un responsable de magasin, ne sait plus ce qu'il doit faire pour que la personne vienne bosser tous les jours. Ah ouais. Ouais, alors là, ça devient la génération. Oui. Enfin, bon, nous, Oui, mais vous leur donnez un baby-foot, vous leur donnez des RTT, vous leur donnez du télétravail, ils vont trouver autre chose. Hein. Ils vont trouver autre chose. Hein. Il faut payer aussi les gens qui viennent à pied aussi. Je viens à pied, donc celui qui a le bus, il a la moitié de son truc. Donc, en fait, pour la planète, faudrait que j'ai quelque chose. Secours, vous voyez, cette inflation on est un DAB. En fait, on devient un DAB, c'est-à-dire qu'on s'en sert, on vient chercher son salaire et puis après, c'est tout. Il n'y a pas toujours l'engagement. Alors, je ne dis pas ça pour tous les jeunes. Il y a des jeunes qui sont très actifs. Ça dépend tellement de l'éducation et du vécu avec les parents, parce que l'enfant qui a vu son père ou sa mère se faire virer comme une malpropre après X années d'entreprise, donc aucune reconnaissance d'entreprise, les jeunes ont vu ça aussi. Donc, à leur décharge, ils se rendent compte que l'entreprise, on est aussi des fois qu'un numéro. Hein. Oui, des fois, ça va un petit peu loin quand même. Oui. En fait, j'aime bien cette citation de Goethe qui dit « On n'est pas les enfants de nos parents, mais on est aussi les enfants de notre temps ». C'est-à-dire qu'effectivement, générationnellement, ils ont fait des constats, tous ces jeunes, de ce qui a pu se passer par le passé, des constats qui n'étaient pas faits dans les années 70, en fait, qui sont faits maintenant. Et ça développe, du coup, un regard spécifique sur le monde de l'entreprise. Je crois que vous vouliez intervenir, il me semble. J'ai oublié ma question et après, on est parti sur sur les problématiques intergénérationnelles, du coup. Voilà. C'est pas intergénérationnel, c'est générationnel. C'est générationnel. Oui, après, je pense qu'il ne faut pas stigmatiser non plus. Je pense qu'il ne faut pas stigmatiser, il y a toutes les générations. Après, oui, si, ma question vient de me revenir. Est-ce que, du coup, ce dispositif implique après, dans le cadre du plan d'action, justement des formations en management, quoi, le premier ou de niveau supérieur? De pouvoir traiter de pouvoir justement amorcer une formation de management opérationnel au sein de l'entreprise. Oui. Oui, d'accord. Dans le plan d'action, c'est possible de mettre en place des formations. OK. Oui. Qui seraient par qui aussi? Par des consultants externes ou par d'autres dispositifs, je ne sais pas. Oui, c'est vraiment avec les consultants qui ont cette spécificité. Par exemple, Suzanne parlait de la FEST tout à l'heure. Oui. C'est quelque chose qu'on peut aborder dans le cadre de ce dispositif. Okay. Bon, le dispositif, il a ses limites dans le sens où il y a 7 jours qui sont proposés avec le consultant. Mais oui, c'est quelque chose d'envisageable. En fait, on ne fait pas une formation en tant que telle, j'ai envie de dire. Enfin, en tout cas, moi, ma pratique, si je peux la partager, c'est que si on sent qu'il y avait besoin de travailler la question de professionnaliser les managers, je vais plutôt partir en fait des difficultés qu'aujourd'hui eux ils rencontrent sur des situations concrètes comme celle qu'évoquait Régine, c'est-à-dire j'ai quelqu'un dans mon équipe, il est là le matin, il vient pas l'après-midi. Donc c'est Cécile, je crois, qui disait ça. On part en fait, on fait comme on recueille en fait les situations difficiles dans lesquelles ils se trouvent. Mais encore une fois, ce n'est que ma pratique à moi. Je ne sais pas comment font les autres. Et on construit en fait juste les briques spécifiques sur mesure qui aident justement à dépasser les situations spécifiques aux personnes qu'on va accompagner. Donc, c'est de l'hyper sur mesure, en fait. Il n'y a pas de programme de formation, enfin, au sens formation du terme. C'est plus un accompagnement, effectivement, sur la question managériale, mais vraiment très précise sur
aujourd'hui, moi, voilà les situations concrètes dans lesquelles je m'enlise, dans lesquelles je me sens plus du tout en capacité de gérer et comment je fais en fait. Merci. Plus de Ok. questions, plus d'interventions. Je ne sais pas si vous… Clara, tu voulais dire autre chose avant finalement qu'on fasse juste un dernier tour de piste de qu'est-ce que finalement je garde là de cet échange. Moi, s'il y a un mot, une idée, une question qui me reste après cet échange, ce serait laquelle? Si on n'a pas d'autres questions, on pourrait peut-être clôturer comme ça. Oui, c'est une très bonne idée. Et puis peut-être que vous aurez des questions. La présentation, vous allez nous l'envoyer? Oui, on va vous envoyer mieux que ça même. On va vous envoyer une représentation. On va faire un résumé aussi des échanges qui sont formalisés au cours de cette réunion. Donc oui, on vous l'enverra. Et puis si vous avez des questions, parce que des fois c'est vrai que c'est difficile aussi à chaud plutôt, de pouvoir réagir. Donc après on reste et bien évidemment disponible et on vous répondra aussi au fil de l'eau si nécessaire. Et Alors, au moins oui, pour Régine, c'est-à-dire qu'on mettra tout sur My Hub Retail, donc tu auras toutes les infos, le compte-rendu, les slides, les contacts. D'accord. Et ben alors du coup, pour clôturer, est-ce que chacun peut peut-être s'exprimer sur une idée qui me reste là de nos échanges, une idée, une info, une question. Florian, par exemple, comme ça, à chaud. Et oui, Florian, oui. Parce qu'on a tapé beaucoup sur les jeunes, défends-toi. Alors voilà, juste voilà, une phrase, une idée, une question, enfin voilà, qui synthétise, ou un mot qui synthétise là l'échange qu'on vient d'avoir ensemble pendant 1 heure. Moi, je peux parler d'une expérience mais que j'ai eue, qui va bien mettre en évidence que votre programme est très utile. J'ai bossé un moment pour le drive de Géant Casino, où je suis arrivé, on m'a formé en 1 heure et demie, alors que ça devrait prendre bien plus longtemps. Je suis arrivé dans un environnement sous-effectif. Et à des moments où, à mon 2e jour, on me laissait seul gérer le drive, sans qu'il y ait un N+1, justement, un mec qui soit là pour m'aider ou quoi. Donc oui, en effet, moi, j'ai pas fait la situation où je suis venu le matin, mais pas l'après-midi, mais j'ai bien respecté mes 24 heures de lecture. J'ai fait ça dans les règles. Dans les règles. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de progrès à faire pour, comme vous disiez, pour engager et fidéliser le collaborateur pour éviter justement ces départs et ces difficultés de recrutement. Je pense qu'il y a du boulot à faire. Par exemple, Groupe Casino, je ne sais pas c'est combien de salariés, mais je suppose qu'ils ont des services RH, mais ils ne travaillent pas bien. Ils ont besoin de vous. Ils ont besoin de vous. Merci pour ce témoignage, Florian. Voilà. Moi, je vais rebondir sur le témoignage de Florian. Hier matin, j'ai signé un contrat avec quelqu'un qui intègre la semaine prochaine un de nos services. Et je lui ai présenté son parcours d'intégration. Parce que chez nous, il y a un vrai parcours d'intégration qui dure 1 semaine. Et sur les retours qu'on a sur nos parcours d'intégration, la surprise, c'est toujours, mais en fait, la première semaine, on ne travaille pas. Alors si vous travaillez, mais vous découvrez l'entreprise. Et cette fois-ci, j'ai 6 personnes qui rentrent donc, au niveau du siège. Et il y a des personnes pour qui le parcours d'intégration, il est juste normal. Et la personne que j'ai eue hier, elle m'a regardée. Et pourtant, 20 ans ça fait 20 ans qu'elle travaille chez Auchan. Et elle dit, mais moi, quand je suis arrivée chez Auchan, je n'avais pas ça. Et elle a été agréablement surprise de découvrir qu'elle allait rencontrer, faire le tour des services avant de commencer à travailler. Oui. On dit toujours, Cécile, que
le niveau d'engagement et de motivation maximum de la personne qu'on recrute, c'est le premier jour où elle arrive. Oui. Et ensuite, on a de cesse que d'essayer de maintenir ce niveau-là, de ne rien faire qui puisse faire baisser ce niveau de motivation et d'engagement. C'est dur, hein. Ah oui, c'est dur. Alors, je ne dis pas que c'est facile. Si les gens partent l'après-midi, nous, le parcours d'intégration, je le mets en place une semaine après. D'accord. Laisse placer, on le cocoon, hein, celui qui rentre, voilà, on lui donne des documents, on le prend en entretien 1 heure RH pour lui expliquer le fonctionnement, enfin, on l'entoure, mais les rencontres avec les collaborateurs, les membres qu'il doit rencontrer, d'ailleurs nous on le fait de manière spécifique selon le poste, je le fais qu'une semaine après, parce que s'ils partent au bout de 2 jours, on aura perdu du temps, tout le monde. Voilà. Donc, en général, je le décale d'1 semaine, mais c'est vrai que c'est très apprécié parce qu'ils comprennent vite et ça avance. Mais ça n'empêche pas que derrière… mais il n'y a pas de baguette magique, hein. C'est un des ingrédients, mais ce n'est pas le seul. Il y a plein d'autres ingrédients. Merci. Et qui veut encore dire quelque chose ? Je voulais rebondir sur l'expérience de Florian. J'ai aussi travaillé en grande surface, au site apparemment, donc chez Leclerc. Alors, je n'ai pas eu de parcours d'intégration, pas du tout. Je suis quand même restée 2 ans. J'étais du coup en vente charcuterie traiteur. Alors j'ai appris sur le tas, hein, pareil, j'ai dit charcuterie, c'est pas grand chose, bon voilà. Et je pense qu'il fait que je suis restée ces 2 années au-delà d'avoir besoin d'un travail. C'était quand même qu'il y avait une bonne cohésion d'équipe, voilà, qui rendait les choses tellement plus légères au quotidien. Donc je pense que c'est vraiment un point fort à ne pas négliger. C'est de pouvoir entretenir et maintenir une belle cohésion dans les équipes en place. Ça joue. Ouais. Manon, Olivier, un mot avant que Clara nous donne le mot de la fin. Tu es en mute, Matt. Oui, mais elle… non, pas spécifiquement. Oui, je me retrouve bien. J'ai jamais eu de kit du nouvel arrivant. Il y a plein de fois où j'avais même pas signé mes contrats. Oui. Je ne savais pas vraiment ce que je devais faire. Ni mon bureau, ni un ordi, ni rien. Donc, je vois bien les difficultés. Pour ça, l'engagement, des fois aussi, côté salarié, des fois, il faut y aller, il faut avoir envie. Mais oui, tout ça peut s'accorder justement avec ces prestations et avec, comme le disait aussi Clara, d'être de l'équipe, un accompagnement quand même collectif qui fait partie, qui donne envie de se lever et aussi parfois de retrouver les collègues. L'informel sert au formel, je trouve, à plus poser les questions. Mais voilà, très instructif en tout cas, cette réunion. Et puis, moi, mon idée, c'était vu que à la DRETS, donc on a une prestation conseil RH, mais qui est très différente, qui est vraiment avec des lignes directrices différentes. Voilà, c'était voir un peu ce qui était aussi proposé pour avoir plus en plus de maillage territorial parce que le besoin des entreprises est là. Donc, peu importe les financeurs ou les dispositifs, les besoins sont là. Donc, l'idée, c'était aussi de voir ce qui se fait un peu ailleurs et éventuellement, par la suite, voilà, je reviendrai vers vous pour échanger sur les bonnes pratiques. Voilà, merci. Avec plaisir. Tout le monde a parlé. Oui, c'est bon, je crois qu'on a fait le tour. Bon, super. Écoutez, je suis ravie. Merci beaucoup à Olivier qui a rendu possible ce temps d'échange. Mille merci Olivier pour d'avoir participé à cette organisation et d'avoir impulsé aussi ces rencontres. Merci à tous pour votre présence, votre bienveillance dans les échanges, votre partage, parce que c'est toujours enrichissant de tous les côtés. Donc, je suis ravie. Merci beaucoup. Merci aussi à Suzanne d'avoir répondu présent pour ce temps de partage. Et de mon côté, je m'engage à revenir vers vous avec le support, peut-être directement près d'Olivier, qui partagera aussi, des côtés, je pense, on transmettra à Olivier. Et puis,
on reste tout à fait disponible pour répondre à des questions, des interrogations au fil de l'eau. Voilà, c'est vraiment notre cœur de mission au quotidien. Donc, n'hésitez pas, si besoin est, de nous recontacter. Merci à tous. Juste un petit mot, excusez-moi, juste un petit mot pour excuser Armelle, parce que je l'ai contactée et elle est simplement malade. Donc, elle est malade depuis hier, donc elle s'excuse auprès de nous. Donc voilà, mais effectivement, merci à toutes, merci pour l'animation et pour les informations, c'était intéressant. À bientôt. Merci.